Donc nous voici de retour pour la troisième table ronde. De fait, lorsque nous avons préparé cette convention, on ne savait pas que nous serions à ce point dans l'actualité après l'épisode du Covid. Donc on a parlé de gestion de risque, de politique achat sur les risques, on a parlé de virus, on a parlé de consultation des portées, on a parlé de télémédecine. Et maintenant, on va vous parler d'une nouvelle illustration de la performance globale que l'on vient de vous présenter sur la transition énergétique avec une nouvelle solution sur l'amélioration de l'empreinte écologique des hôpitaux, des économies d'énergie qui associent plusieurs partenaires, des industriels et des entreprises françaises présentes sur le territoire français et qui donc apportent une valeur dans les équipements hospitaliers. Des expertises achats qui permettent de mesurer effectivement les économies d'énergie qui ont été initiées, et puis la Banque des Territoires qui nous accompagne financièrement pour rendre possible ce qui était difficile au cours des dernières années ou des derniers mois. Pour présenter ce sujet, comme selon l'usage, je veux dire une petite vidéo, et on se retrouve juste après pour la présentation globale des intervenants de cette dernière table ronde de la matinée. Avec plus de 500 lits et places répartis sur 2 sites, le centre hospitalier de Grasse rayonne sur un bassin de population de 140 000 habitants. Comme tous les hôpitaux, cet établissement est confronté à des dépenses d'énergie en constante augmentation. Chauffage, climatisation, éclairage, matériel médical, autant d'équipements qui nécessitent de l'énergie au quotidien. Plus de 6 millions de kWh sont consommés ici chaque année, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 1300 foyers, comme Cabris, situé juste à côté de Grasse. Comme tous les hôpitaux, le CH de Grasse est confronté à des hausses de tarifs très importantes au niveau de l'électricité. Malgré la maîtrise de nos consommations, nous essayons de mettre en place différentes solutions pour les maîtriser. La mission première d'un hôpital est bien entendu de soigner nos patients. Pour préserver notre marge budgétaire, nous avons dû réagir très rapidement. Nous avons changé de l'éclairage, mis en place des détecteurs de mouvement, des arrêts de ventilation sur les secteurs inoccupés la nuit ou le week-end. Nous avons distribué des stickers à coller sur les interrupteurs pour rappeler aux gens que lorsqu'ils quittent leur bureau, il faut éteindre. Les dépenses d'énergie, c'est aujourd'hui 600 000 € par an à l'hôpital de Grasse. Sur une période de 15 ans, ça représente 9 millions d'euros. Et sur cette période-là, on attend avec cette opération 150 000 € d'économie, ce qui est encore une fois non négligeable pour un hôpital de notre taille. Nous avons prévu de remplacer sur 4 ans 1770 équipements pour obtenir des économies rapides. Les atouts de cette filière achat, c'est de nous apporter une solution globale où on va avoir à la fois une aide à l'investissement, on n'a pas besoin de faire cette mise de départ qui est assurée par cette filière, et puis une aide à l'analyse globale des leviers d'économie qui vont être ensuite identifiés, suivis et mis en place avec cette filière qui est donc pour nous un atout considérable. La solution UniAchat nous a permis d'être accompagnés, de choisir des équipes qui vont mettre en œuvre les solutions de remplacement de l'éclairage. Le véritable avantage, c'est l'aide financière. UniAchat va intervenir un peu comme un tiers investisseur. Il finance les solutions et leur mise en œuvre. Nous ne rembourserons ces investissements qu'à l'issue des économies engendrées. Sans cette aide, nous n'aurions pas pu lancer ce style d'investissement puisque cette marge de manœuvre va nous permettre de continuer à mettre en œuvre des économies, ce que nous n'aurions pas pu faire autrement. Bien, merci pour cette présentation qui vous expose un peu la problématique. Donc, vous l'avez compris, il y a plusieurs intervenants, on change des lampes, mais il y a UniAchat qui s'occupe de plein de choses, il y a un banquier qui intervient. Alors, pour peut-être reprendre un peu les différents éléments, je vais d'abord demander à Olivier de Miras, qui est acheteur de la filière UniAchat,
et pour la partie énergie, de nous réexpliquer un peu la problématique qui a concouru à la mise en œuvre de cette solution globale, en essayant de bien caractériser les différents niveaux d'intervenants et après les témoignages des entreprises qui sont associées à ce projet. Oui, merci. Donc effectivement, la vidéo l'a bien présenté. On est sur un sujet de transition énergétique. Et en fait, le point de départ de notre démarche, ça a été de s'interroger pourquoi dans les établissements de santé aujourd'hui, on n'avait pas plus d'actions de rénovation énergétique du patrimoine. Donc on a interrogé beaucoup nos correspondants dans les établissements. En fait, ils nous ont dit quelque chose d'assez simple. Ils nous ont dit deux choses. Ils nous ont dit on n'a pas le temps et on n'a pas d'argent. Donc, alors, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même un bon résumé. Les services techniques qui s'occupent de la maintenance, des travaux et de l'énergie dans les établissements, ils sont occupés, ils gèrent un quotidien qui les prend constamment. Ils sont soumis à un ensemble de contingences qui font que bien souvent, les sujets économie d'énergie ne sont pas traités en priorité. Il y a des ressources, il y a des compétences fortes, techniques dans ces établissements, mais souvent elles sont disséminées. Souvent il y a une personne qui est responsable de la maintenance et des énergies, mais elle aussi, c'est une petite partie de son temps qu'elle peut consacrer au projet d'efficacité énergétique. Et donc, très souvent, on s'aperçoit que souvent les projets qui pourraient voir le jour, ils sont remis à plus tard. Ça, c'est vraiment un point qui nous a interpellés. Et puis il y a le sujet des budgets, et ça a été bien dit par les personnes du CH de Grasse, par les intervenants du CH de Grasse. Il y a une compétition dans les budgets à l'hôpital, parce que l'hôpital il a plein de projets, il a un cœur de métier qui est de soigner les personnes, et c'est vrai que positionner un projet d'investissement pour faire des économies d'énergie et le mettre en concurrence, en compétition avec un projet cœur de métier, c'est pas forcément facile pour ces équipes-là. Puis il y a aussi un autre sujet qui est important sur lequel je voulais insister. Quelque part, il y a aussi toujours un doute en fait sur les économies qu'on va réellement retirer d'un projet d'efficacité énergétique, parce qu'en fait, les économies d'énergie, on les voit pas dans les budgets, parce qu'une fois qu'on les a faites, elles sont sorties du budget par définition. Et puis, quand on va travailler sur l'éclairage, c'est une part. C'est une 10-15% de la consommation d'électricité d'un établissement, ce qui a été rappelé aussi avec l'exemple du CH de Grasse. Et donc, c'est un peu noyé et c'est difficile pour les établissements de s'y retrouver. Donc, face à ces deux problèmes qui nous ont été remontés, on n'a pas le temps, on n'a pas suffisamment d'argent. Nous, en fait, on a proposé à une dizaine d'établissements pilotes que je vais citer, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des gros établissements, des gros CHU, et en même temps, il y a aussi des établissements de taille plus réduite. On leur a proposé de s'engager avec nous sur un projet d'efficacité énergétique dédié simplement, j'ai envie de dire, au sujet de l'éclairage. Vous verrez ensuite avec nos partenaires que quand on dit simplement l'éclairage, c'est un sujet qui est important. Et d'ailleurs, si on prend le temps de s'arrêter un instant, c'est-à-dire que vous avez fait un travail assez précis en disant on est capable techniquement d'intervenir sur des infrastructures de consommation d'énergie avec des économies à 2-3 ans, quoi. Pas au-delà de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de retour sur investissement ultra court qui est posée. Et donc, on commence par l'éclairage, après on peut traiter d'autres sujets, mais c'est le point de départ de la réflexion. Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le point de départ de la réflexion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi l'éclairage, parce qu'on sait qu'on est sur un sujet où le retour, on a déjà parlé de retour sur investissement aux 2 précédentes tables rondes, et là, on peut le faire exactement dans les mêmes termes. Il y a des temps de retour sur investissement, des ROI qui sont très rapides sur l'éclairage. C'est pour ça qu'on a choisi ce projet-là. Et il y a une exigence aussi qui est portée dans le contrat qu'on a fabriqué vis-à-vis des industriels qui s'exprimeront ensuite, que ce soit des PME ou un grand groupe, qui est de dire ce qu'on vous achète, c'est des économies d'énergie garanties. D'accord. Donc vous avez marié des hôpitaux, la dizaine d'hôpitaux dont on a parlé tout à l'heure, des industriels qui sont capables de piloter des opérations en l'espèce de changement d'éclairage, et un banquier. Oui.
Oui, tout à fait. Voilà. Je vais quand même rappeler les hôpitaux, parce que je ne les ai pas cités, j'allais oublier. Il y a le CHU de Lille, le CHU de Bordeaux, le CHU de Grenoble, le CHU de Nice, le CH de Grasse. Il y a une GHT complète qui nous a rejoint, donc un groupement hospitalier de territoire qui est le GHT de l'Artois, avec l'ensemble des hôpitaux. Donc il y a Lens, Béthune, La Bassée et Nain-Beaumont. Il y a le CH de Libourne. Donc on voit qu'il y a des grands hôpitaux et des plus petits hôpitaux. Et le projet qu'on a amené, c'est un projet qui est global, donc qui embarque une solution achat, donc un contrat de performance énergétique, avec des obligations de temps de retour sur investissement garanties par les prestataires qui vont s'exprimer juste après. Donc c'est tout à fait c'est évolutif. Ça Oui. peut correspondre à des tout petits établissements comme à des plus grands. Complètement. Et ça marche bien parce que justement, on a su offrir le même type de contrat aux grands et aux petits établissements, et aussi et surtout parce qu'il y a un financement. Parce que c'est pas du tout la même chose pour un gros CHU comme Nice par exemple, que d'investir, de sortir un budget pour son éclairage, que par exemple le CH de Grasse, et je reprends encore ce qui a été dit par les intervenants du CH de Grasse, c'est un sujet qui ne se serait pas fait s'il n'y avait pas eu le soutien de la Banque des Territoires et des avances qui mettent à disposition des établissements. Et si vous avez bien noté ce qui a été dit, c'est vraiment un des points clés, puis je m'arrêterai là, en tout cas pour l'instant. Ce qu'a dit la directrice des services techniques, c'est on va commencer à rembourser sur la base des économies qu'on aura déjà réalisées. Ça, c'est un point clé. On reviendra sur les économies tout à l'heure. 10 appels d'offres, donc, et pour chaque appel d'offres, vous choisissez un prestataire qui va assurer l'ensemble des travaux dans les établissements que vous avez cités. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous deux entreprises qui ont été retenues dans ces appels d'offres. Donc, nous avons avec nous Monsieur Legrand, Monsieur Molon de l'entreprise Nexled, voilà, et puis Monsieur Hugo de Citellum. Alors, deux entreprises, vous allez le voir, très différentes. Donc, on va leur demander d'abord de se présenter et puis de nous expliquer un peu comment ils interviennent. Peut-être, Monsieur Molon, peut-être expliquer quelle entreprise Nexled, votre métier, ce que vous faites, votre taille, etc. Bonjour, déjà merci de m'avoir convié à cette convention. Donc je dirige la société Nexled, qui est une petite structure située à Grenoble, et on est une société d'ingénierie spécialisée en éclairage LED. Donc on emploie en France une quinzaine de personnes, on a quelques autres personnes dans des pays un peu plus exotiques qui surveillent la production des produits. Et on a aujourd'hui trois activités. La première activité, c'est le développement de produits. Donc on conçoit et on commercialise des produits. Donc ça peut être des produits très classiques que vous connaissez, que vous avez certainement au-dessus de votre tête dans vos bureaux. Et c'est aussi des produits sur mesure que l'on peut fabriquer en fonction vraiment de besoins très particuliers. Par exemple pour des plateformes pétrolières, pour des bâtiments de bureaux qui ont des contraintes de construction très contraignantes. On sait aussi faire des produits vraiment sur mesure. Donc première partie, la partie produit. La deuxième activité qu'on a, qui est une partie pure bureau d'études. Donc c'est ce que vient de dire un petit peu Olivier. On fait beaucoup d'études luminotechniques. Il faut savoir en fait qu'avant de faire des installations d'éclairage, on fait d'abord des études, on dimensionne l'installation et simplement après on installe les produits. On fait aussi dans le cadre de ces études, on fait des calculs de retour sur investissement, ce qui est vraiment le cœur de ce projet. Et après la dernière activité, qui est une demi-activité pour nous, on fait l'installation des produits. Nos clients, ce sont les installateurs, donc on n'est pas en concurrence avec les installateurs, mais pour un projet comme celui d'Uniachat, la pose était demandée, donc on prend aussi cette partie pose. Donc on est une petite structure grenobloise, c'est plutôt, on va dire, un avantage parce qu'on traite aujourd'hui des très gros projets. Alors les projets qu'on traite, ça peut être des projets comme Uniachat, ça peut être des centres pénitentiaires complets qui demandent beaucoup d'études et des produits très techniques. Et puis des choses un peu plus ludiques, c'est par exemple l'éclairage de la route du littoral sur l'île de la Réunion où on éclaire l'intérieur des viaducs. Très bien. Monsieur Hugo, Citellum. Tout à fait, bonjour à tous. Donc Citellum, effectivement, comme vous l'avez précisé, donc, est une filiale du groupe EDF qui a 25 ans d'existence autour de l'éclairage et puis maintenant autour de l'éclairage, enfin, depuis quelques temps, autour de l'éclairage intelligent et des services connectés associés autour de la mobilité, de la sûreté, de la communication. C'est 310 millions d'euros de chiffre d'affaires, une implantation effectivement mondiale à travers, enfin, dans 12 pays.
2500 salariés, 600 salariés en France à travers une trentaine d'agences réparties sur le territoire et 3 millions de points lumineux gérés. Donc de la même manière, notre positionnement, donc nous ne fabriquons pas d'équipements d'éclairage, mais notre modèle est effectivement basé sur une chaîne de valeur qui va des études, de la conception, de l'élaboration d'une solution pour un contexte donné, avec un engagement dans le temps sur le résultat de la qualité de l'éclairage et sur les économies d'énergie que l'on réalise. EDF est intéressé pour vendre moins d'électricité ? Voilà, oui. Alors effectivement, le cap d'EDF, c'est d'être un électricien performant et responsable et champion de la croissance bas carbone. Et pour ce faire, il a 3 priorités, dont la première est la proximité client à travers des services énergétiques. Et c'est sur ce modèle que se positionnent les principales filiales du groupe, puisque nous, aujourd'hui, notre mission n'est pas de vendre de l'énergie du tout, mais de répondre à des contrats de marchés globaux de performance, des contrats de performance énergétique, donc d'apporter une qualité de service autour de l'éclairage pour un niveau de consommation minimal, voilà, dans le temps. Voilà. Ok. Alors concrètement, donc on a vu, vous avez été retenu en appel d'offres, vous êtes en face d'un établissement ou d'un GHT. Donc concrètement, Monsieur Hugo, comment ça se passe? Il faut combien de temps pour changer toutes les lampes? On commence par quoi? Enfin, expliquez-nous la vie quotidienne du changement des lampes d'un hôpital. Alors écoutez, nous sommes effectivement, nous avons été retenus sur le GHT de l'Artois. On peut dire que nous sommes encore dans la première phase du projet, qui en comporte plusieurs, vous y reviendrez peut-être. Donc nous sommes sur la partie R&D, donc où on est en phase d'étude, d'analyse des solutions les plus pertinentes qui vont répondre au cahier des charges en termes de niveau d'éclairement, de qualité d'éclairement et de retour sur investissement, puisque le cahier des charges demande effectivement des solutions qui ont un ROI de 48 mois. Donc on est sur tout ce travail d'analyse en fonction des usages, en fonction de ce qui est installé et des sites. À partir de là, on fera des préconisations qui seront retenus, déployés par la suite, on l'espère, à l'échelle du... D'accord. Alors ça, les études et l'opérationnel, ça dure combien de temps, les études? Alors, les études, on doit rendre une première phase de demain ou après-demain, demain je crois. D'accord. Voilà, la première phase du rapport. Ouais. Et par la suite, ça va se déployer effectivement sur une totalité de 16 mois, la première partie R&D. Voilà. Donc on prendra le temps de tester et d'analyser les préconisations et de voir si les études, ce qui a été mis en place, apportera les résultats estimés aux études. D'accord. Monsieur Molon, vous intervenez sur un établissement. Oui. Le vôtre, celui qui est proche de vous, hein? C'est ça, on est vraiment voilà. Local. Donc là, concrètement, où est-ce que vous en êtes? Comment ça fonctionne? C'est exactement la même réponse. On doit rendre une première phase d'étude pour demain. Et après, l'objet du contrat, c'est de dire, voilà, on a un énorme bâtiment, accompagnez-nous, on fait le tour des bâtiments, on regarde, et qu'est-ce qui est pertinent de faire ou de ne pas faire. Après, ça sera classé par retour sur investissement du plus rentable au moins rentable. Et après, on exécutera les travaux. D'accord. C'est vous qui changez les lampes ou vous livrez des lampes et on demande aux agents de l'hôpital de les changer? Ah non, là, c'est un projet clé en main qui va jusqu'à même à la garantie des produits sur une durée donnée. D'accord. Donc, fourniture des équipements et les prestations qui sont associées pour que ça soit efficace. Exactement. Voilà. Quel est le niveau d'engagement que vous prenez par rapport aux objectifs? C'est-à-dire que vous avez un résultat attendu avec un paiement au résultat ou... Comment ça fonctionne? C'est en gros vous engagez sur une économie d'énergie? Oui, tout à fait. La finalité des études sera de proposer un engagement de résultats, de les tester et de le valider par la suite et effectivement d'associer en plus avec de suivre en fait, de tracer ces économies pour être sûr qu'elles sont atteintes et puis on est objectivé par rapport à ça.
il y a des pénalités qui peuvent être mises en place aussi. Tout le processus un peu classique d'un marché de performance et de marché public avec objectif de résultat. D'accord. Olivier Miras, comme les promesses électorales n'engagent que les électeurs, est-ce que vous avez prévu de mettre en place un système de contrôle avant et après pour qu'on soit sûr qu'il y a une réalité dans les économies d'énergie? Alors, c'est pas toujours simple, puisqu'en plus de ça, on rajoute des climatiseurs, donc on fait des économies, mais la consommation augmente, quoi. Oui, comment on arrive à gérer ça? Tout à fait, et c'est le doute dont je parlais tout à l'heure qu'il faut absolument lever dans l'esprit des décideurs hospitaliers qui se disent mais en fait les économies d'énergie je les vois jamais. Donc on a vraiment travaillé ce point, c'était vraiment un point d'attention et qui traverse vraiment tout le contrat. En fait on l'a vu à deux niveaux. D'abord, comme c'est un contrat de performance énergétique, ça a été rappelé par les prestataires, d'abord on leur demande de s'engager et on leur demande de nous fournir un plan de contrôle et de mesure, donc de s'auto-contrôler. Et de s'auto-contrôler en liaison directe avec les équipes de l'hôpital, parce que c'est pas NextLED, c'est pas Citellum tout seul qui trouve les bons gisements d'économie d'énergie, qui connaît les usages spécifiques de telle zone par rapport à son éclairage. C'est vraiment cet aspect partenarial qui est vraiment inscrit au cœur du contrat et qui fait qu'il y a un premier élément de mesure qui tourne autour de ce plan de contrôle et de mesure et qui est réalisé conjointement par l'hôpital et le prestataire à un premier niveau. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est un contrôle qu'on va opérer, nous, Uniachat, et on s'est associé un tiers de contrôle dont la mission est de réaliser, si vous voulez, le commissariat aux comptes des économies d'énergie. Donc c'est une entreprise extérieure, elle est indépendante bien évidemment des prestataires qui sont là, sinon ça n'aurait pas marché. Il concentre toutes les données, vous avez vu que le timing est le même, hein, puisque les lots, une partie des lots ont été lancés en même temps. Alors il y a eu des problèmes avec le Covid, donc on n'a pas pu démarrer aussi vite qu'on l'aurait voulu, mais vous voyez qu'il y a des timings qui sont proches, et donc ce tiers de contrôle, il réunit toute l'information et il vient apporter, alors c'est un spécialiste du contrôle et de la métrologie du sujet de l'éclairage, et il vient apporter sa caution, sa garantie, il vient prouver, démontrer, y compris aux services financiers qui sont un peu la cible de cette démarche en interne dans les établissements, que les économies qui ont été promises par le contrat sur le poste éclairage sont bien réalisées. Très bien. Alors maintenant, Monsieur Legrand, Banque des Territoires, le banquier de l'affaire, qui rend possible les choses, comme on l'a vu. Un banquier, ça s'engage, mais s'il a des garanties. Est-ce que les garanties qui ont été présentées vous permettent de nourrir votre engagement? Et pourquoi, en fin de compte, vous vous êtes associé dans ce projet qui fait intervenir beaucoup d'acteurs, qui peut être compliqué à mettre en œuvre, qui s'engage dans le temps? Expliquez-nous comment vous êtes arrivé autour de ce projet et puis ce qui a motivé, en fin de compte, votre engagement. Oui, alors d'abord, on est un banquier, comme vous le disiez, Bruno Carrière, mais on est un banquier un peu particulier puisqu'on est un banquier public. D'ailleurs, je voulais préciser que le terme Banque des Territoires, c'est une marque de la Caisse des dépôts, derrière laquelle nous avons regroupé toutes les activités dédiées au territoire. Donc on va trouver des choses très variées, le financement des notaires, le financement du logement social, et puis un certain nombre d'actions pour financer vos projets sur les territoires. Et notre rôle, c'est bien d'accompagner plus loin que ne le ferait un banquier classique ces opérations, et notamment ces opérations innovantes. Et comme ça a été rappelé par Olivier de Miras, je crois, l'une des difficultés dans ces projets où on promet des économies, c'est qu'il y a toujours cette crainte de se dire, à un moment, est-ce que les économies seront vraiment là ? Et donc nous avons beaucoup travaillé avec Uniachat, et on est très content d'ailleurs de ce partenariat, parce qu'on a trouvé un partenaire qui nous apporte ce qui nous manque, c'est-à-dire les projets. Nous on a l'argent, on n'a pas les projets. Bon, vous avez les projets, on n'a pas l'argent, donc on devait se retrouver. Le rôle d'Uniachat et dans ce partenariat, ce qui est très important, c'est la bonne compréhension du besoin des utilisateurs finaux, de vos besoins dans les hôpitaux. Parce que chaque usage intervient, un éclairage dans telle pièce n'est pas le même que dans telle autre. Effectivement, ce qu'on a proposé, nous, c'est de prendre une part du risque, une part de la responsabilité, en disant, écoutez, si les économies ne sont pas là,
on verra comment les remboursements peuvent être décalés. Donc si vous voulez, on a deux rôles, on apporte l'argent, le préfinancement, et puis on a un rôle d'accompagnement du suivi de ces projets. Donc nous avons mis en place ensemble des comités de pilotage qui vont nous permettre de suivre semaine après semaine, mois après mois, la façon dont les économies attendues sont au rendez-vous ou pas. Et puis lorsqu'elles ne seront pas au rendez-vous, bien entendu, de discuter avec les prestataires qui ont pris des engagements à travers des contrats de performance énergétique. Et puis, si jamais ces engagements sont respectés, mais que les économies ne sont pas là, on verra à ce moment-là si on peut décaler le remboursement. C'est bien la philosophie. Donc, on n'est pas sur un prêt classique tel que pourrait le faire une banque, mais on est bien dans cette idée qu'on accompagne financièrement une telle opération. Quel est le montant de l'engagement de la Banque des Territoires? Alors on a pris, ça c'est un premier pas qu'on fait ensemble, on a pris un engagement d'un peu plus de 3 millions d'euros pour ces 10 projets. On espère que ça n'est que le début, on est assez confiant sur le fait que ça rencontrera un certain succès et puis qu'on pourra faire d'autres opérations sur l'éclairage ailleurs et puis demain peut-être sur la climatisation, sur le chauffage, sur toutes ces sources de consommation d'énergie. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà une expérience dans d'autres secteurs, dans d'autres activités du secteur public, les universités, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est bien de le rappeler, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces questions de transition énergétique et de rénovation des bâtiments publics. C'est des sujets compliqués parce que, comme ça a été rappelé, il y a beaucoup d'acteurs à mettre d'accord et à faire adhérer au projet. Et on a commencé depuis quelques années avec les universités. Et on a mis en place un certain nombre d'opérations qu'on appelle les opérations d'intracting avec les universités, où on a cette double démarche de préfinancement des opérations et puis d'accompagnement à travers des comités de pilotage, un peu d'expertise pour savoir si les économies attendues, qu'on a calculées, anticipées au départ, sont bien au rendez-vous. Et si elles ne sont pas au rendez-vous, pourquoi elles ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Donc c'est en gros, là on ouvre une nouvelle voie avec le secteur hospitalier, peut-être médico-social. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a inscrit une action un peu volontariste sur justement l'empreinte écologique, donc énergétique des bâtiments publics. Vous êtes associé aussi à cette nouveauté. Vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les ambitions qui sont posées et celles que porte la Banque des Territoires ? Oui, tout à fait. Alors, sans vous assommer avec de grands chiffres, mais le plan de relance de l'État, c'est 100 milliards d'euros. On va y contribuer, le groupe Caisse des dépôts va y contribuer pour à peu près 20%, donc 20 milliards d'euros. Et il y a tout en haut de la liste, des sujets à traiter, il y a la transition énergétique. D'ailleurs, on a pris l'initiative de lancer, nous, Banque des Territoires, avec BPI France, nos collègues qui financent les entreprises. La Banque des Territoires finance les projets, BPI France finance les entreprises. Et nous avons lancé un plan climat cet été qui représente 40 milliards d'euros sur 5 ans, avec la moitié à peu près de cette somme-là, 20 milliards d'euros qui sera consacrée à accélérer la transition dans les territoires. L'un des gros sujets, c'est évidemment la rénovation énergétique de tout type de bâtiments. Donc il y a les bâtiments, les logements, notamment les logements sociaux. Je vous ai dit qu'on est un gros acteur, un acteur important du secteur du logement social, les logements privés, mais aussi les bâtiments publics. Les bâtiments publics, c'est à la fois les bâtiments des collectivités locales, et nous travaillons avec un certain nombre de collectivités locales sur ce sujet-là, mais aussi les bâtiments de l'État et de tous les bâtiments nationaux, dont les universités et les hôpitaux. Très bien. Écoutez, merci pour cette présentation. Monsieur le directeur général, donc comme on l'a entendu, le CHU de Nice est engagé dans cette opération. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mobilisé pour... quels sont les arguments qui ont plaidé auprès de vos équipes pour qu'on puisse penser que le CHU de Nice rejoigne ce projet? Et quelle appréciation vous portez sur cette initiative? Alors, au début, quand on vous présente ça en tant que DG de CHU, vous vous dites... truc d'ampoule, voilà, c'est pas vraiment au cœur de nos préoccupations parce qu'on s'en est jamais soucié et parce qu'on s'est toujours battu pendant des mois ou des années pour faire baisser le coût du kilowattheure et qu'on avait considéré que la seule façon de faire des économies d'énergie, c'était de ne pas la payer cher et la question de la consommation était complètement quelque chose qui passait à l'as ou comme on sait si bien le faire dans le système hospitalier, on se concentre énormément sur ces questions lors de l'édification de nouveaux bâtiments, où là, il y a un enjeu très fort d'essayer de trouver une performance
énergétique très importante, mais une fois que les bâtiments sont livrés ou obsolètes ou pire, en cours de réhabilitation ou de rénovation ou de déconstruction pour un nouveau bâtiment, on avait abandonné complètement le sujet. En vous écoutant, je me disais qu'il y avait deux choses qui manquaient à l'hôpital, des clés pour fermer des portes et des interrupteurs. Il n'y a pas d'interrupteur à l'hôpital. Tout est allumé à 24/24 et les détections de présence, c'est des choses qui ont quelques années chez nous, parce que ce n'est pas du tout un concept qu'on a voulu développer pour des raisons de permanence, de sécurité, de continuité des soins, puisque H24, il se passe des choses. Et d'ailleurs, une incidente, même les patients se plaignent qu'il y ait de la lumière la nuit, puisque les portes souvent restent ouvertes et les couloirs sont très éclairés et pas du tout adaptés au rythme qui est que la nuit, on est censé dormir et pas avoir beaucoup de lumière. Mais je ferme la parenthèse. Donc, au début, on trouve ça iconoclaste. Ensuite, on trouve ça intéressant et ensuite, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Très clairement, pour moi, c'est la formule idéale et c'est le marché, j'espère que ceux qui le verront y penseront, mais c'est le marché idéal puisque la prise de risque, elle est proche de zéro pour les établissements. On ne peut pas faire pire que ce qu'on fait et on nous a prouvé avec des études très intelligentes que de toute façon, on allait gagner de l'argent sur ces opérations et que le seul sujet était un sujet de décaissement et de trésorerie. Et une fois qu'on a réglé ce sujet de décaissement et de trésorerie, qui a un vrai problème là pour le coup, je crois que pour le CHU, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à mettre au pot pour arriver à obtenir des résultats, je dirais qu'on a déjà gagné la partie et surtout, on se met, et c'est un peu le thème de cette convention, on repasse dans un mode de solution à un problème et non pas à une question d'investissement, d'achat d'énergie, de fluide ou de matériel, mais qu'on est bien sur un résultat qui est applicable dans quasiment toutes les situations, parce que des ampoules et des lampes, on en a partout. Il n'y a pas de notion de on va reconstruire un bâtiment, on va le rénover. C'est des opérations très profondes qui vont impacter l'infrastructure du bâtiment ou son bon fonctionnement. On ne va pas arrêter un hôpital pendant 2 mois pour faire ces opérations, on le sait très bien. Et en revanche, quand on regarde les retours sur investissement, on est très intéressé et très allant, je crois. Et moi, j'ai vraiment envie d'emmener tout le GHT dans cette dimension parce que je crois que c'est vraiment la bonne façon d'attaquer le problème. C'est la bonne façon d'être très volontariste sur l'ambition qu'on y met. Je crois qu'il faut être très ambitieux sur ces questions de transition. D'abord parce qu'on a un intérêt économique évident compte tenu des tendances du coût de l'énergie à 3, 5, 10 ans. Et on sait très bien que vu les postes que ça représente dans nos hôpitaux, c'est un vrai sujet qu'on ne résoudra pas uniquement par de la reconstruction. Donc il faut qu'on puisse accompagner la vie de nos bâtiments avec ce type d'opération. Je crois que évidemment, les LED, c'est bien, mais les nouvelles frontières, c'est des sujets beaucoup plus ambitieux sur la chauffe, sur le génie climatique en général, le froid aussi, qui est un sujet qui est de plus en plus important pour nous, pour le confort des malades. Chaque année, au moment de la canicule, ce sont des sujets qui reviennent de manière très aiguë. Et on avait besoin, je crois, d'un tiers financeur, d'un tiers de confiance. Oui, moi, j'aime pas le terme banquier, parce que vous êtes... Pour nous, encore, la Caisse des dépôts et consignations, même si vous avez un vocable qui s'est un petit peu modernisé, mais ça reste vraiment un financeur public et un investisseur public à nos côtés, avec des conditions qui sont des conditions intéressantes. C'était très important pour nous aider à franchir le pas. Et je crois que là-dessus, il n'y a que du bon à retirer et à essayer d'entraîner, par le biais de cette expérience un peu exemplaire, des sujets plus complexes, sans doute des sujets avec moins de ROI faciaux, parce que tout ne peut pas générer des ROI importants, mais si on est sur la préservation de ce qu'on paye aujourd'hui à 10 ans, c'est déjà un bon début. Et avec ce système, on acceptera de le faire. Il ne faudra pas qu'on attende que ça devienne inacceptable pour avoir envie de changer. Là, on se dira, on préserve l'avenir, ça ne nous coûte rien, on lisse comme ça a été fait et comme vous l'avez présenté, et finalement, on se garantit un peu de sécurité pour la suite et ça remet un grand nombre de chantiers, je crois, sur le haut de la pile, qui sont des chantiers, c'est vrai, dépenses d'exploitation standard. On a 250 000 m², nous, on fait un ratio et puis on sait à peu près combien ça va nous coûter. Mais pour autant, ça a permis, et je crois que cette initiative, elle mérite d'être beaucoup plus diffusée, beaucoup plus connue pour qu'elle soit partagée et que tous les hôpitaux qui ont intérêt à jouer, jouent finalement.
Très bien, merci pour cette conclusion sur les achats de solutions. C'était effectivement le thème de notre matinée. Je vais vous dire quelques mots. D'abord, si par hasard le Premier ministre nous écoutait, comme il cherchait des trucs rapidement opérationnels, tout de suite, pas d'appel d'offres à faire, nous en avons un. Donc on lui propose de démultiplier cette affaire dans tout le secteur hospitalier, voire médico-social. Donc ça, c'est un appel à nos auditeurs. Deux, trois petites choses. D'abord, vous rappelez qu'on a été très heureux de vous retrouver ce matin, que l'ensemble des tables rondes seront disponibles en replay à partir de notre site internet. Donc n'hésitez pas à revisualiser, n'hésitez pas à les partager avec l'ensemble de vos interlocuteurs, etc. Et puis n'hésitez pas à nous proposer aussi d'autres solutions dans d'autres thématiques. On a essayé de couvrir large ce matin, mais il y a assurément plein d'applications possibles. Et n'oubliez pas, portez-vous bien et on espère vous retrouver très bientôt. Cette fois-ci, non pas uniquement par la voie digitale et numérique, mais aussi peut-être en physique pour inventer, rêver et créer de nouvelles alternatives au profit du système de santé, des patients et des professionnels de santé, puisque notre devise, c'est préserver le bien le plus précieux que nos concitoyens nous confient, leur santé tout simplement. Merci à vous et à très bientôt.